Le Trésor public est désormais doté d'un centre d'écoute client. Le dit centre a été inauguré dans la commune du Plateau. La gestion de la maintenance au centre d'une formation initiée par le cabinet Ernix Consulting. Les participants repartent satisfaits. La sécurisation foncière rurale et forestière en Côte d'Ivoire au cœur d'une conférence débat initiée par l'Union pour le développement des régions du Cavali et du Guémont. Bienvenue, mesdames et messieurs. Résolument orienté client et engagé dans une dynamique d'amélioration de la qualité de ses services et de ses prestations, le Trésor public vient de se doter d'un centre d'écoute client. Ce dernier, situé à la cité financière dans la commune du Plateau, vient de débuter ses activités. Le centre d'écoute client servira d'interface entre les clients et le Trésor public en ce qui concerne les services et les prestations. Zénab Dosso nous commente le reportage de Doumbia Ayouba. La cité financière d'Abidjan Plateau abrite à compter de ce jeudi 31 octobre un centre d'écoute client, une interface physique et virtuelle entre le Trésor public et ses clients, accessible aussi par téléphone via un call center et une plateforme digitale. En effet, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a décidé de se doter d'un centre d'écoute afin de capter et de centraliser tous les besoins de ces parties intéressées pour y apporter des réponses appropriées. L'objectif principal de ce dispositif est de créer une interface unique, dynamique et interactive pour faciliter et accélérer l'accès des usagers clients aux prestations du Trésor public. Un outil de communication de masse se voulant une porte d'entrée unique au Trésor public, confirmant la volonté du gouvernement ivoirien d'accélérer le processus en cours de modernisation de l'administration publique. Le Trésor a pu, dans cette tradition d'excellence, mettre en place un outil au bénéfice de ses usagers, de ses clients. Avec cet outil, désormais, tous les usagers pourront avoir des informations en temps réel sur l'état d'avancement de leurs dossiers qui sont en traitement au niveau du Trésor. Je voudrais à cette occasion inviter tous les usagers, les clients, à vraiment utiliser cet outil. Parce que je pourrais dire que le Trésor a fait sa part. Il appartient maintenant en fait, aux usagers d'utiliser cet outil. Un outil novateur ayant déjà l'adhésion de certains acteurs du secteur privé. Je voudrais remercier aujourd'hui le Trésor public qui a la même vision avec nous, que le Trésor public aujourd'hui nous présente des outils qui sont adaptables à cette innovation et que nous en avons besoin. Le centre d'écoute fraîchement inauguré de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été institué sur décision du ministère de l'économie et des finances datant du 13 juin 2019. Au cœur de ce dispositif, la volonté du Trésor public de digitaliser sa relation client. Durant 4 jours, le cabinet Ernix Consulting a dopé les compétences d'une quinzaine de cadres d'entreprise. La formation a porté sur la gestion de la maintenance, une spécialité aux contours mal définis au sein des sociétés. Les participants à cette formation ont bénéficié des outils et stratégies nécessaires pour une meilleure rentabilité de cette profession dans la chaîne de production de leurs différentes entreprises. On en sait plus dans ce reportage de Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. À travers différents modules et des cas pratiques, le cabinet Ernix Consulting est parvenu à changer la perception des participants sur l'unité de maintenance en entreprise. Une entité du secteur industriel qui mérite d'être codifiée de façon stratégique pour jouer un rôle efficace dans le circuit de production d'une société. Après les 30 ans d'expérience, c'est la première fois que nous découvrons l'importance de la maintenance dans toutes nos structures. Nous savons aujourd'hui qu'à travers le service de maintenance, on peut renforcer les gains financiers d'une entreprise. À l'issue de la formation, on ressort vraiment avec de nouvelles attentes, un nouveau vocabulaire, de nouvelles perspectives, avec un plan de développement pour nos organisations. En venant à cette formation, on n'avait pas cette approche de la maintenance. Mais il faut dire qu'au sorti de cette formation, de ce séminaire de formation, il est sûr que notre regard vers la maintenance a vraiment évolué.
Pendant ce séminaire de formation, ces cadres d'entreprise ont bénéficié des stratégies indispensables pour une meilleure gestion de la maintenance dans leurs différentes structures. Pour le cabinet Ernest Consulting, la gestion de la maintenance s'entoure d'un process rigoureux qui permet de mesurer la rentabilité de ce service en accord avec les objectifs globaux de l'entreprise. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'affronter un monde de compétitivité et il est tout à fait normal que nous expliquons à nos partenaires le bien-être de la maintenance. C'est pourquoi d'ailleurs nous voudrons remercier la BAD, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le PASI et l'ADC qui nous ont bien fait honneur de nous confier ce séminaire, cette formation. Ce renforcement de capacité technique des cadres de société se situe dans le programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles manufacturières ivoiriennes. Il est financé par la Banque africaine de développement BAD ainsi que par l'État ivoirien et s'inscrit dans le projet d'appui au développement de la compétitivité du secteur industriel PACSI. Pour attester désormais de leur qualification à la gestion de la maintenance, les participants à ce séminaire ont reçu des attestations de participation délivrées par le cabinet Ernest Consulting. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire a rencontré le 30 octobre dernier l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Les modalités opérationnelles du transfert progressif des fonds en déshérence et contrats prescrits détenus par les sociétés d'assurance vers la CDCC étaient au centre des échanges. Fofana Lassina, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, s'est réjoui de cette rencontre. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, c'est un établissement public financier qui est chargé de mobiliser des ressources prévues donc par un texte de loi et aussi de faire des investissements financiers et des investissements d'intérêt général. Oui, comme on l'a fait il y a 15 jours avec les notaires, c'était d'échanger avec les assureurs sur la relation que nous devons aujourd'hui entretenir avec eux parce qu'ils sont des partenaires de la Caisse des dépôts et consignations et nous sommes venus de manière plus particulière pour voir avec eux quelles sont les modalités pratiques qu'on pourrait mettre en œuvre pour le transfert des ressources détenues par les sociétés d'assurance vers la Caisse des dépôts. Il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle les fonds en déshérence, qui sont donc gérés par les compagnies d'assurance. L'Union pour le développement des régions du Cavali et du Guémont a organisé à Abidjan une conférence débat sur la sécurisation foncière, rurale et forestière en Côte d'Ivoire. C'est une conférence qui a permis aux membres de cette union de partager avec les sages et ressortissants des différentes régions les grands axes de la politique du gouvernement ivoirien relatif au foncier. Le reportage de Mon Désir Nascimento Difini et Tima Traoré. Face aux populations et ressortissants des régions du Cavali et du Guémont, les responsables de l'UDR-CG, Union pour le développement des régions du Cavali et du Guémont. Une rencontre qui s'est déroulée à Abidjan pour vulgariser et impliquer les populations dans la mise en œuvre de la politique foncière rurale du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une conférence tant souhaitée par les populations que par les leaders et hommes politiques de ces régions. Tous décidés à régler une fois pour de bon les conflits liés au foncier, à la délimitation des espaces et domaines villageois et surtout à la sauvegarde des forêts classées du Cavali et du Guémont. Au début du siècle dernier, 50% de la superficie de notre pays avait une couverture forestière, 50%. Aujourd'hui, nous sommes officiellement, depuis 2015, à 11%. Vous pouvez bien imaginer qu'avec un taux de dégradation élevé de plus de 200 000, je dirais 300 000 hectares à l'année, nous devons certainement être à moins de 11%. Notre objectif, pour continuer à être considéré comme un pays forestier, c'est de remonter à 20%. Nous sommes venus en grand nombre pour s'informer, pour entendre les approches du gouvernement en matière de sécurisation foncière rurale et en matière également de préservation de nos forêts. Le ministre Donvayi a eu l'opportunité et l'occasion de présenter la nouvelle politique forestière et de parler du code forestier qui vient donc d'être adopté
par le Parlement et qui aujourd'hui donc pourra être appliqué et est applicable donc à tous les citoyens. Les élus, cadres et chefs coutumiers venus à cette rencontre ont promis de diffuser l'information auprès des populations, toute chose qui renforcera la cohésion sociale dans ces deux régions. La société pharmaceutique Promopharm était récemment à Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. L'objectif étant de renforcer les capacités des praticiens de la capitale du centre sur la prévention cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Il s'agit d'une série d'enseignements post-universitaires à l'endroit des médecins de l'intérieur du pays afin de mieux réussir la prise en charge de l'hypertension. Le reportage est de Abel Kwao, commenté par Corona Sekongo. C'est une véritable expertise que Promopharm apporte aux médecins de Bouaké dans le domaine de la prévention cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Le docteur Agbassi, pharmacien responsable de Promopharm, renforce les capacités des médecins de l'intérieur du pays à travers une série d'enseignements post-universitaires. La meilleure prise en charge de l'hypertension sur l'ensemble du nictémère était au centre de la formation. Tous les praticiens font le même constat. De nos jours, l'hypertension est devenue un sérieux problème de santé publique et son caractère asymptomatique en complique encore la prise en charge. Nous avons échangé sur une catégorie de médicaments qu'on utilise contre l'hypertension. Il était important que pour cette nouvelle génération de médicaments, il était important pour nous de porter à leur connaissance l'existence déjà de cette nouvelle catégorie d'hypertension qui peut être une bonne alternative chez un type de patient, chez les patients hypertendus, parce qu'on sait que l'hypertension, d'une manière générale, 2 tiers des patients hypertendus peuvent souffrir d'un dysfonctionnement érectile. Or, avec ces bêta-bloquants-là, avec cette catégorie de médicaments, on pourrait traiter leur hypertension et en même temps leur épargner une impotence sexuelle. À travers ces formations continues, Promopharm souhaite apporter sa pierre à l'édifice sanitaire en tant que laboratoire. Ces enseignements post-universitaires n'ont d'autre objectif que le renforcement de capacités des médecins généralistes qui constituent le premier rempart dans la prise en charge de l'hypertension. Les spécialistes du laboratoire Promopharm sont formels. L'hypertension n'est pas la seule affaire des hypertensiologues ou des cardiologues. Sur quoi les molécules susceptibles de contrôler la pression artérielle leur ont été présentées. Les généralistes ont donc salué cet atelier de renforcement des capacités. Ce fut un très bel enseignement post-universitaire qui nous a permis de pouvoir nous rappeler de plusieurs notions et nous a permis aussi certaines mises à jour. Donc nous sortons très satisfaits de cet enseignement. Ce que je retiens de cette formation, c'est qu'elle nous apporte un plus par rapport à la prise en charge des patients hypertendus avec l'avènement des bêta-bloquants de dernière génération. Avant Bouaké, les médecins généralistes des villes de Gagnoa, San Pedro d'Aloa et Korogo ont vu leur capacité renforcée sur la prise en charge de l'hypertension. Rendons-nous à Mans, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, où le village de Guiapleu a été récemment connecté au réseau électrique national. Un moment de réjouissance pour les populations de la localité, nous dit Théodore Kanga. Nous sommes à Guiapleu, dans le département de Mans. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le village de Guiapleu a été connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa visite dans la région. C'est la mise en œuvre du programme social du gouvernement, parce que le chef de l'État a décidé que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés. Je voudrais donc les féliciter. L'efficacité avec laquelle ils mettent en œuvre. Dans le village de Guiapleu, les bonnes nouvelles ne viennent pas seules. Cerise sur le gâteau, en marge de cette cérémonie, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Traoré Amidou, a fait don de 50 tarbans et des tenues scolaires à 16 écoliers issus des familles défavorisées. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie a profité de son séjour dans le Tonkpi pour également offrir des vivres et du matériel de cantine à l'EPP Guianlé dans la commune de Mans. Il y a quelques élèves qui n'avaient pas de tenue scolaire. Nous avons pu noter aussi qu'il manquait quelques tables-bancs. Et de façon tout spontanée également, nous avons décidé
d'apporter une modeste contribution. À l'école du village, comme vous savez, l'éducation, c'est la base de tout. Un geste salué à sa juste valeur par la population est responsable de l'éducation. Car le village sort définitivement de la pénombre d'une part et d'autre part, le déficit en table-banc dans l'école du village est presque réglé. Vous avez fait le meilleur investissement en dotant cette école de table-banc. Soulignons que la cérémonie de connexion du village de Guiampleu au réseau électrique a été l'occasion de rassurer les populations ivoiriennes. Côte d'Ivoire Énergie a rassuré que d'ici 2020, ce sont 562 localités qui seront connectées. Après Mans, destination San Pedro, où les membres du comité de gestion locale du parc national de Taï et la direction de la zone sud-ouest de l'OIPR étaient récemment en session bilan de leurs activités. À la question de savoir si la faune, la flore ou encore la biodiversité du parc national de Taï sont toujours maintenues, la réponse est oui, car les personnes commises à sa sauvegarde ont enregistré un bilan positif des actions du comité. Les détails avec Albert Kouao dans un commentaire de Emmanuel Bonzo. À l'invitation de la zone sud-ouest de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, ils sont venus faire le bilan des activités de surveillance du comité de gestion locale du parc national de Taï. Chiffres à l'appui, population riveraine, responsables de l'OIPR ainsi que les partenaires techniques et financiers sont unanimes. Le comité de gestion locale du parc a fait du bon boulot en ce qui concerne la préservation de la faune, la flore et la biodiversité du parc national de Taï. Ils ont également exposé les difficultés rencontrées et recueilli les avis et recommandations des participants pour une gestion efficace de cette aire protégée. Au cours de ces sessions, il a été fait le bilan des activités qui ont été menées au cours du 3e trimestre 2019. Et comme vous avez pu le constater, c'est une performance de 73% qui a pu être réalisée. Et cela ne doit pas cacher qu'il y a quelques difficultés au niveau de la surveillance surtout. C'est là dû au fait qu'on a pu mobiliser les agents pour une activité hors de la zone. Donc ils n'ont pas pu atteindre l'objectif attendu et qui était de 100% pour la surveillance, mais ils ont pu faire 80%. Cela n'est pas mal. Et pour ce qui concerne les autres activités d'aménagement, d'acquisition d'équipements, d'infrastructures, ils sont très avancés. C'est un bon résultat. Et ils nous ont présenté également les projets qui sont relatifs aux activités génératives de revenus. Et on a pu constater que pour les 3 prochains mois, ils mobiliseront 52 millions de francs CFA pour apporter un appui aux populations. Et au nombre de ces projets, on a 3 projets individuels qui concernent l'élevage de cabris et deuxième projet qui concerne des projets collectifs de l'aménagement des bas-fonds pour faire de la riziculture. Et le comité a recommandé qu'il y ait un suivi de ces micro-projets parce qu'il faudrait que ces micro-projets, la mise en œuvre de ces micro-projets puisse permettre d'assurer la conservation du parc national de Taï. Et surtout, non seulement d'assurer la préservation du parc national de Taï, mais de contribuer au développement des populations en améliorant leurs conditions de vie. D'une superficie totale de 536 000 hectares, le parc national de Taï représente le plus grand bloc de forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine, soit 50% de la superficie totale. Il est composé d'une diversité biologique assez riche et contribue à un bon équilibre de l'écosystème de la région avec une bonne pluviométrie dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, faisant de cette région la principale productrice de cacao, à savoir 40% de la production nationale et 16% de la production mondiale. C'était la dernière information de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.